Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 10 avril. À la une de l'actualité, une plaque commémorative au siège du consulat général d'Algérie à Tunis et qui avait abrité les bureaux du MALG, du GPRA, dévoilée par le ministre des Affaires étrangères au terme d'une visite officielle dans ce pays ami avec lequel nous lie des relations historiques. La junte au pouvoir au Mali, dirigée par Goïta, multiplie les actions dangereuses pour le pays et toute la région, faisant le jeu du marzen marocain et piétinant la légitimité constitutionnelle et la volonté du peuple malien. Les détails tout à l'heure. Les attaques sionistes se poursuivent à Raza, causant des dizaines de morts quotidiennement. Et l'embargo sur l'enclave fait planer le spectre de la famine sur les Palestiniens dans une léthargie presque totale de la communauté internationale. Le point dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, réunion du gouvernement présidée ce jeudi par le Premier ministre Nedel Arbaoui est consacrée au suivi de l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme d'urgence décidé par le président de la République relatif à l'approvisionnement en eau potable au profit de plusieurs wilayas, notamment à travers la mobilisation des ressources en eau, la réhabilitation et l'extension des réseaux et stations d'eau et le contrôle de la distribution équitable. Le gouvernement a suivi une communication sur l'instauration d'un système de qualité au sein des établissements de l'enseignement supérieur reposant sur un ensemble de mécanismes et de dispositifs visant à permettre à ces universités d'atteindre des niveaux d'excellence élevés et à garantir leur conformité aux normes internationales en matière de gouvernance, de formation, de recherche et d'innovation. Et le gouvernement a également poursuivi l'examen de l'avant-projet de loi relative à la retraite au profit des enseignants de l'éducation nationale. Et enfin, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi fixant les règles générales d'utilisation et d'exploitation touristique des plages conformément aux normes de qualité et de professionnalisme avec la mise en place d'un plan d'aménagement touristique fixant les caractéristiques et les éléments de leur organisation et de leur valorisation. Au terme de sa visite officielle en République tunisienne, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a présidé la cérémonie de dévoilement d'une plaque commémorative au siège du consulat général d'Algérie à Tunis, qui avait abrité les bureaux du ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, le MALG, du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République pour la préservation de la mémoire nationale, vise à rendre hommage aux sacrifices des membres du MALG parmi les vaillants chouhada et les valeureux moudjahidines et à leurs efforts inlassables durant la glorieuse révolution de libération. À cette occasion, Attaf a inspecté les services du consulat général où il s'est enquis des prestations assurées aux membres de la communauté nationale établie en Tunisie. Il a également rencontré des députés de la diaspora algérienne et des représentants du mouvement associatif avec lesquels il a abordé les préoccupations des citoyens algériens établis en Tunisie. Et Ahmed Attaf s'est également entretenu en tête-à-tête avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, avant une séance de travail élargie aux délégations des deux pays. À cette occasion, les deux ministres ont procédé à une évaluation exhaustive des axes de coopération et de partenariat entre les deux pays, se félicitant des résultats positifs réalisés dans plusieurs domaines grâce aux réunions périodiques et régulières des différentes commissions et mécanismes bilatéraux. À l'issue, les deux parties ont convenu d'intensifier leurs efforts pour finaliser les décisions de la dernière session de la grande commission mixte et de préparer la prochaine session prévue pour le deuxième semestre de l'année en cours. Dans l'actualité également, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Younes Makraman, a co-présidé à Moscou avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov, les travaux de la 5e session de consultation algéro-russe. Consultation politique, la réunion s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la déclaration de partenariat
partenariat stratégique approfondi signé par les deux présidents, plutôt le président des deux pays en 2023 à Moscou. De nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun ont été examinées à l'occasion. Parmi eux, les derniers développements dans la région du Sahel, l'évolution de la situation au Moyen-Orient et la question palestinienne, ainsi que la question du Sahara occidental. Les deux parties ont convenu de poursuivre une coordination étroite pour promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines, conformément aux aspirations des deux peuples amis. Les dernières actions de la junte putschiste qui s'est accaparée le pouvoir au Mali. Ces actions qui font le jeu du Marzen marocain menacent toute la région du Sahel et les pays voisins. Pourtant, l'Algérie a toujours soutenu le Mali, un pays ami. Sonia Gassi à la Ouf Hamouche. Afin de détourner l'attention de la communauté internationale, la junte malienne n'a pas trouvé mieux que de se dérober de l'accord de paix signé entre les différentes parties maliennes et de faire durer la période de transition après s'être autoproclamée souveraine d'un pays déchiré par une situation socio-économique critique. Et ce, en voulant mettre sur le dos de l'Algérie ses échecs répétés, tant sur le plan national qu'international, révélant ainsi de manière flagrante l'échec cuisant de ce régime qui tente désespérément d'exporter la crise profonde dans laquelle il s'est enlisé. C'est une clique qui est inconstitutionnelle et qui est illégitime, des militaires qui ont échoué sur les terrains face au terrorisme, qui ont complètement échoué et qui essayent qui ont forcé les choses, qui ont instrumentalisé la justice, caporalisé la justice et qui tuent des Maliens, qui ont recruté une milice et paramilitaire, des mercenaires qui tuent les populations. Ce n'est pas approprié d'aider une junte qui a commis un coup d'État imprescriptible anticonstitutionnel et qui a pris le Mali en otage, le peuple malien en otage. Loin d'être neutre, l'implication du Marzen dans ce conflit diplomatique entre l'Algérie et le Mali vient confirmer les manœuvres que le Maroc a toujours menées à l'encontre de l'Algérie. En se posant comme un allié de circonstance du Mali, Rabat cherche à affaiblir Alger sur un front stratégique, comme la formation des militaires maliens sur son sol, incluant la manipulation des drones armés. Ce soutien militaire au Mali n'est pas un acte isolé, mais un prolongement de la politique d'ingérence du Maroc, à la fois contre l'Algérie et contre la stabilité régionale. Et ce que j'ai dit à l'État marocain qui glisse, qui s'ingère dans la situation du Mali entre les putschistes et le peuple malien, une guerre qui décime le peuple malien, et je mets en garde vraiment les autorités marocaines d'arrêter cette ingérence, parce que le Mali aujourd'hui c'est un Mali dirigé par une clique qui a pris le pouvoir et qui se croit être le centre du monde et qui s'est mis dos à dos ses voisins, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, la Mauritanie et maintenant l'Algérie. Le Maroc est en train de vous mener en bateau. Le Maroc règle ses comptes à l'Algérie. Le Maroc est utilisé par l'OTAN. Le Maroc est utilisé par l'OTAN pour déstabiliser la stratégie panafricaniste qui consiste à renforcer l'unité. Diviser pour mieux régner, qui semble devenir une devise pour le Marzen, qui a une obsession maladive, essayer de nuire aux relations de bon voisinage qui ont de tout temps lié l'Algérie à ses pays voisins. Il s'affirme comme un acteur extérieur qui tire profit de cette fracture pour renforcer sa propre influence au Sahel. Son implication, comme toujours non frontale, est significative et révèle une stratégie d'endiguement de l'influence algérienne dans la région. Une influence portée sur le panafricanisme qui reste un pilier de sa diplomatie. Oublions que le comportement de l'Algérie avec ses voisins répond à des principes historiques et non à des intérêts conjoncturels.
Assimi Goïta mène donc le Mali vers un avenir incertain. Le putschiste est arrivé au pouvoir par la force et depuis, il piétine la légitimité constitutionnelle et la volonté du peuple malien. Ismaël Sultan et Mira Sefta. Assimi Goïta, chef de la junte militaire à Bamako, ne peut effacer les images et les enregistrements qui documentent son ascension. Il ne peut aussi ignorer qu'il faisait partie des 80 prisonniers libérés grâce à une médiation algérienne, comme le dévoile une vidéo diffusée à l'époque par le Conseil de transition. Longtemps dans l'ombre au sein de l'armée malienne, Goïta est propulsé sur le devant de la scène en 2020, lorsqu'il renverse le président élu Ibrahim Boubacar Keïta. Un an plus tard, il organise un second coup d'État, cette fois contre le président de transition, Ban Dao, et son premier ministre, arrêté à Kati, fief des soulèvements militaires. Vous avez ici une vidéo d'un reportage de la libération d'Assimi Goïta à l'époque, en 2012, qui était entre les mains des groupes armés, qui dit quoi, c'est libéré. Observez très bien, il y a un monsieur crâne rasé qui porte en bandoulière. Le monsieur, la crâne rasé, ça c'est Assimi Goïta. Le monsieur crâne rasé, c'est Assimi Goïta qui porte un sac en pôle en bandoulière. Voilà. On ne croyait pas, mais moi aujourd'hui, j'ai commencé vraiment, j'ai appris quand même quelque chose que je ne connaissais pas. Je prenais ça avec des pincettes, qu'il a été un otage des groupes armés dans le passé. Et c'est ça qui explique vraiment le fait que ces militaires félons qui ont les coups d'État dans leur ADN et qui ont mis le pays à genoux et puis c'est la tête d'Assimi Goïta. Donc voilà. Il a été libéré et par le passé, il y a plus de 10 ans. Parce que Assimi Goïta étant dictateur, étant sanguinaire des populations nomades. Donc nous, on agit ici avec des faits. Et avec des faits, c'est-à-dire on a attendu longtemps la manipulation, la propagande de certains, mais ici, on donne des informations avec des preuves. Et ici, c'est là où il a dit, à l'époque, qu'ils sont là pour transférer le pouvoir dans les mains d'un gouvernement civil. Donc, voilà, il faut que les gens arrêtent leur hypocrisie. Sous la pression de la communauté internationale, Goïta s'engage à remettre le pouvoir à des civils dans un délai maximal de 18 mois. Mais rien n'a été concrétisé. L'homme puissant de Bamako arrive au pouvoir par la force, s'accroche à ses fonctions au mépris de ses engagements constitutionnels. Sans légitimité électorale, ni soutien populaire clair. La junte révèle peu à peu ses ambitions politiques douteuses, loin des discours initiaux de redressement national. Je voudrais donner mon opinion sur la situation d'abord sécuritaire dans notre pays, pour rappeler que la junte malienne au pouvoir depuis 5 ans a pris l'engagement de sécuriser notre pays, de ramener la paix, d'organiser les élections et de rendre le pouvoir. 5 ans après, nous sommes dans l'impasse. 5 ans après, nous sommes dans un saut dans l'inconnu. 5 ans après, Assimi Goïta s'est embourbé, il ne sait plus quoi faire, il a perdu pied et il ne contrôle plus la situation qui l'échappe de plus en plus. Assimi Goïta, il ne fait qu'à sa tête, parce qu'il n'est pas un vrai stratège. Je me demande comment il a pu même être militaire et colonel. Est-ce qu'il a mérité ces galons? On se souvient qu'il a même été fait prisonnier, n'eût été l'intervention de l'imam Mahmoud Dicko pour qu'il soit libéré en 2012. On a le sentiment qu'il a perdu la tête, quelque chose est dérangé chez lui. Parce qu'il ne fait que la guerre, il ne veut que la guerre, il ne fait que verser du sang, effusion du sang. Partout, une gestion chaotique, propagande. Aujourd'hui, le Mali s'enfonce dans une instabilité profonde, entre insécurité grandissante et crise politique. Le peuple malien subit les conséquences tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ceux qui prétendent vouloir corriger le cap semblent surtout préoccupés par leur maintien au pouvoir. Mais peut-on redresser un chemin quand le point de départ est déjà faussé ? À la demande de l'Algérie et de la Somalie, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion sur la situation en Syrie, une séance ouverte consacrée au débat des répercussions des agressions sionistes contre les territoires syriens. S'exprimant au nom du groupe A3+, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Armal Benjama, s'est dit inquiet suite à l'escalade sioniste dangereuse qui intervient à une période critique de l'histoire de la Syrie. Les dernières frappes sionistes ont causé la mort de 9 civils et la destruction d'infrastructures. Les violences continues aggravent la
crise humanitaire et les déplacements des Syriens et déstabilise les pays du voisinage. Benjamin dénonce ces violations du droit international et appelle à protéger la population syrienne et au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie, y compris le Golan occupé. Les attaques sionistes se poursuivent également à Raza. Les Palestiniens massacrés par les bombardements sans distinction de l'occupant. Hier, 50 personnes ont été tuées et au moins 4 autres ce jeudi. Les structures sanitaires quasi détruites et démunies de tout matériel ne peuvent plus recevoir de blessés alors que l'embargo sur l'enclave fait planer le spectre de la famine sur les Palestiniens. Le point par Walid Yossi. Au moins 50 000 martyrs et plusieurs dizaines de milliers de blessés depuis le début de l'agression sioniste du 7 octobre 2023. Un bilan qui s'alourdit de jour en jour dans la bande de Raza. Ces dernières 24 heures, 40 corps et 146 blessés ont été transportés au niveau des structures sanitaires improvisées de la bande. Même si en réalité le nombre de victimes, c'est des centaines de milliers d'enfants. Vous savez qu'à Gazaoui, il y a plus de 2 millions d'habitants et que la moitié de ces habitants ont moins de 18 ans. Et qu'aujourd'hui, en réalité, c'est 1 million d'enfants qui sont impactés d'une manière ou d'une autre et pour leur vie entière. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé aujourd'hui l'importance de garantir un accès humanitaire sans entrave dans la bande de Raza, appelant à la protection du personnel humanitaire dans l'enclave palestinienne ravagée par une agression sioniste barbare. L'Union interparlementaire a quant à elle adopté à l'unanimité une résolution sur la solution à 2 États qui reconnaît le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination. La résolution évoque la catastrophe humanitaire causée par le génocide perpétré contre le peuple palestinien dans la bande de Raza et l'avis consultatif de la Cour internationale de justice statuant que l'occupation sioniste des terres palestiniennes est illégale. C'est vraiment le minimum qu'on puisse faire pour les enfants palestiniens qui sont aujourd'hui complètement ignorés et qui vivent un calvaire depuis maintenant 1 an et demi. Il faut que vous sachiez que chaque jour, depuis la rupture du cessez-le-feu, il y a 100 enfants qui sont soit tués, soit grièvement blessés par l'armée israélienne. Est-ce que ça m'étonne? Non, parce que je sais qu'Israël n'a, surtout ce gouvernement, n'a aucune intention de s'arrêter pour plusieurs raisons. Parce que Netanyahou, le moment où il va arrêter la guerre contre les Palestiniens, va viser la justice. Il ne va pas échapper le fait que Netanyahou devait apparaître devant un tribunal le jour après qu'il a commencé, qu'il a ordonné un nouveau attaque contre la population de Gaza. En Cisjordanie occupée, les arrestations arbitraires se sont multipliées. 15 Palestiniens, dont un journaliste, une femme et des anciens prisonniers ont été arrêtés dans plusieurs régions. Le nombre total des arrestations depuis le 7 octobre 2023 s'élève à plus de 15 800 en Cisjordanie, y compris à Al-Quds occupé. Et colère et indignation au Maroc, le peuple dénonce la collaboration accrue entre le Marzen et l'entité sioniste qui massacre le peuple palestinien. Le dernier exemple en date, c'est l'acheminement d'une cargaison d'armes du port de Tanger vers celui de Haïfa. Ikram Qadi, Emela Sefta. Un navire transportant des composants pour les avions de combat américains F-35 vers l'entité sioniste est arrivé au port de Haïfa en provenance du port de Tanger. Des armes qui seront utilisées dans les raids meurtriers sur la bande de Gaza, alors que l'Espagne a refusé l'accostage de ce type de navire dans ses ports en raison de leur mission ignoble. Le port de Tanger est aujourd'hui sous la coupe de l'entité sioniste, exploité pour ses propres intérêts. Il est considéré comme un port affilié à cette entité et sera exploité dans l'avenir pour servir uniquement les intérêts de l'entité sioniste. La souffrance des Marocains ne cesse de s'aggraver sous l'effet de la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste, sans se préoccuper du devenir du peuple marocain, plongé de plus en plus dans la misère. Pas un jour ne passe sans que des dizaines de Marocains ne soient expulsés de chez eux, assistant impuissants à la démolition de leurs logements. Nous vivons constamment dans la peur d'être expulsés de nos logements. Ici, il y a des familles, des enfants et des malades. Comment peuvent-ils vivre dans ces conditions? Ce qui se passe ici est inacceptable. Ces familles ont souffert pour construire leur maison et maintenant, elles assistent impuissantes à la destruction de leur logement. Les principales villes marocaines sont le théâtre quasi quotidiennement de manifestations massives contre un gouvernement plongé dans la corruption et un Marzen qui s'acharne sur ces sujets qui vivent dans le dénuement total.
Et la répression du Marzen dépasse les frontières marocaines. Preuve en est l'agression en France de militants solidaires avec la cause sahraoui, dont la militante Claude Mangin-Sfari. Un acte qui confirme une fois de plus que le Marzen est capable de tous les dépassements. Houda Louabah, Walid Yousfi. Cette scène s'est déroulée à Poitiers, à l'ouest de la France, où la militante française des droits de l'homme, Claude Mangin, connue pour son engagement en faveur du peuple sahraoui, ainsi qu'un groupe de défenseurs des droits humains, ont été violemment pris pour cible par les sbires du Marzen en France. Une tentative désespérée d'étouffer toute voix discordante et tout soutien à la cause sahraoui. Ce genre de méthode répressive est généralement utilisé par l'occupant marocain dans les territoires sahraouis occupés. Agressé par au moins 50 personnes marocaines qui sont venues manifester devant le centre social qui accueille des enfants, et au point qu'ils nous empêchaient d'entrer et de sortir. Et ils ont fait une intrusion dans leur maison pour demander les enfants pour pas qu'ils subissent la propagande sahraoui. Et donc il a fallu que les animatrices se défendent en disant mais vous n'êtes pas le père des enfants, c'est pas à vous de le prendre. Et quelques Sahraouis qui étaient là, moi je les ai empêchés de sortir pour pas qu'elles soient attaquées par les Marocains. Donc on est un petit peu gênés. Heureusement la LDH est courageuse, elle sait ce qu'il faut faire, mais on s'inquiète beaucoup pour la suite. Parce que si ça se passe mal, on va nous interdire de continuer notre marche. Donc on va voir comment on va se défendre. Derrière cet acte ciblé, c'est une campagne plus large et organisée qui se dessine, visant à criminaliser le soutien international au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Des voix indépendantes, issues de divers horizons, continuent pourtant de faire entendre leur soutien indéfectible à une cause qu'elles estiment juste et légitime. Nous sommes venus dans ce vol dans le cadre d'une visite d'une délégation parlementaire européenne afin d'observer le respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'annulation des accords commerciaux avec le Maroc. Nous nous sommes retrouvés illégalement retenus à bord de l'avion par les autorités marocaines. Nous voulions également constater le respect des droits humains, mais nous n'avons même pas été autorisés à descendre de l'avion, sans qu'aucune explication ne nous soit donnée. Alors que le Marzen considère la défense des droits humains comme une menace, l'inversion des valeurs atteint un point critique. Réprimer l'engagement humanitaire, même au-delà des frontières nationales, revient à installer un climat de terreur globalisé. Pourtant, malgré les intimidations, la question du Sahara occidental s'impose toujours dans les consciences et sur les places publiques qui refusent de céder face à la peur. Et les femmes sahraouies, au même titre que les hommes, se battent et luttent pour leur indépendance et leur survie. C'est ce que souligne un documentaire de la chaîne Arte. Celle-ci a tendu le micro à des femmes activant le long du mur de la honte érigé au Sahara occidental par l'occupant marocain. Elles tentent de nettoyer les zones minées qui menacent leur vie et celle de leurs enfants et concitoyens. Malim Damis. Dans ce documentaire réalisé par Arte, des forces coloniales sans scrupules qui n'ont pas hésité à miner le sol sahraoui. En effet, à travers les témoignages des femmes sahraouies, ce reportage dévoile la réalité d'un peuple en lutte, en proie à des mines antipersonnelles, enfouies tout au long du mur de la honte. Un mur de séparation de 2700 km construit par le Marzen. Et quand je rentre dans... a choisi de s'engager dans la brigade féminine. Le documentaire met en lumière ce combat souvent passé sous silence, celui des Sahraouis. Sport football pour terminer avec la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. 2 matchs qui ont débuté à 19h se jouent en ce moment entre le CR Belouizdad et la JS Saoura. Le S Mostagalem affronte l'Olympique Arbou pour éviter la relégation. Le reste des rencontres sont prévues vendredi, samedi et lundi avec une affiche ce jour-là. Le CS Constantine, le MC Oran. Les détails par Maïssa Lebouahla. Actuellement 3e avec 36 unités, la jeunesse sportive de Kabylie traverse une dynamique positive avec 5 matchs sans défaite. Elle recevra à Tizi Ouzou l'US Biskra, avant-dernière avec 18 points, dans un duel qui semble sur le papier déséquilibré. Les Canaries, portés par leur récent succès à Khenchla, viseront un nouveau triomphe pour consolider leur place sur le podium.
En face, l'US Biskra en grande difficulté tentera un sursaut malgré l'ampleur de la tâche contre une formation kabyle en pleine confiance. Autre rencontre attendue, celle entre le Parado AC et le MC El Bayed, deux équipes qui partagent la 5e position. Le rendez-vous prévu au stade 5 juillet s'annonce ouvert et indécis. Battu à Oran, le Parado cherchera à se racheter devant un MC El Bayed impressionnant, de régularité invaincu depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues. Un succès permettrait à l'une ou l'autre formation de se rapprocher sérieusement du trio de tête. Ashlef, l'ASO en panne de résultats ces derniers temps, croisera le fer avec l'entente de Sétif dans un duel entre deux équipes à égalité et en quête de rebond. L'entente de Sétif, fraîchement éliminée de la Coupe d'Algérie par le MC Al Bayed, cherchera à réagir et repartir de l'avant face à un adversaire qui veut retrouver de l'élan. Au bas du classement, le NC Magra Lanterne Rouge avec 18 points joue gros à domicile contre l'USM Khenchla, peu performante en déplacement. Les hommes de Asdin Aïdjoudi sont dans l'obligation de l'emporter pour espérer entretenir leur chance de maintien et sortir de cette spirale négative de 6 matchs sans victoire. Pour clôturer cette 22e journée, le CS Constantine se reconcentrera désormais dans le classement du championnat. Après une qualification historique pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine. Un choc important l'attend face au Mouloudia d'Oran. L'objectif, prolonger sa belle dynamique et rester en course pour les premières places du classement. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.